Exercice 9.2. Un objet de poids P1 est attaché à l'extrémité d'un fil, ici. Ce fil passe sur deux poulies et vient se fixer à un plafond. Vous avez une poulie ici et là, et le fil est fixé au plafond ici. La poulie inférieure et l'objet qui lui est suspendu, c'est-à-dire ici, ont un poids total P2. La poulie supérieure et le point d'attache du fil sont à une distance A, c'est-à-dire la poulie supérieure ici et le point d'attache du fil ici sont à une distance A l'un de l'autre. Donc tout ça, ça va former un triangle isocèle, en fait, dont la base est A. Alors, la question, c'est à quelle distance du plafond la poulie inférieure possède-t-elle sa position d'équilibre? C'est-à-dire ici, cette poulie inférieure, elle va se mettre à l'équilibre à une certaine hauteur par rapport au plafond. C'est justement à quelle distance du plafond, c'est ce H là qu'on cherche, H. On considère que les dimensions des poulies sont négligeables devant A. Et puis donc, comme d'habitude, on va aussi considérer que la masse des poulies est négligeable, que la masse des fils est négligeable. Donc, comment faire pour calculer ça? On est donc dans une situation d'équilibre, puisqu'on cherche justement la position d'équilibre. Alors, j'ai dans mon corrigé reproduit un schéma que vous trouvez dans les corrigés, en fait, que vous voyez ici. Et il y a plusieurs forces ici en présence. Donc, j'ai d'abord représenté les forces sur l'objet 1, c'est-à-dire l'objet type contrepoids. Donc, il y a, on va faire ça en vert, il y a deux forces. Il y a son poids, P1. C'est écrit dans la donnée que cet objet qui pend a un poids P1. C'est marqué comme ça. Voilà, l'objet de poids P1. Et puis donc, il va, comme il est en équilibre, on s'attend à ce qu'il y ait une force qui vienne contrebalancer ce poids, qui est la force de tension T1 que vous avez ici, si bien que cet objet 1 étant statique, on peut écrire P1 plus T1 égale 0. Et donc, ces forces étant les deux verticales, j'ai choisi de d'utiliser un axe vertical Y ici. Et si on représente donc ces forces sur Y, eh bien, on obtient que P1 égale T1, ce qui est écrit ici. J'ai vu qu'il y avait déjà une main qui se levait. Alors, oui. En fait, juste les forces T2 et T3, elles s'appliquent sur quoi? Et ça, on en parle après. Je n'ai encore pas évoqué ni même T2 ni même T3. Donc, attendez un petit moment. Ça va venir. Je vais l'expliquer. Ok. Alors, ça, c'est pour ces deux forces, T1 et P1, qui donc, vu que cet objet est statique, eh bien, doivent se compenser et sont donc égales. Alors, maintenant, il y a une indication dans la donnée qui est qu'on considère que les fils sont de masse, je ne sais pas si c'est vraiment marqué explicitement, non. Quand ce n'est pas marqué, c'est qu'on considère que c'est négligeable. Donc, quand quoi n'est pas marqué, quand ce n'est pas spécifié la masse de la poulie ou la masse des fils, eh bien, on considère donc que ces masses sont négligeables. Et donc, en vertu de ça et de la troisième loi de Newton, eh bien, on peut écrire que, c'est tout ce qu'il y a ici, vu que les fils, poulies et masses négligeables, eh bien, on peut écrire que la force de tension va se propager à l'intérieur du fil. Alors, pour l'instant, la force de tension, il n'y en a qu'une qu'on a évoquée, c'est cette force de tension T1. Mais en réalité, si on regarde ce qui se passe sur l'objet ici, le deuxième objet, qui est donc couplé à la poulie, en fait, il est attaché à cette poulie, ce deuxième objet, eh bien, les fils qui sont ici vont être tendus. Donc, je parle de ces fils que je dessine en rouge ici. Là. Enfin, c'est le même fil en réalité. Ce fil va se retrouver être tendu. Donc, il va y avoir deux forces de tension qui vont s'exercer de part et d'autre du fil et qui vont s'exercer sur cet objet-là. Ce sont ces deux forces de tension, T3 ici et T2 ici. On les a appelées T2 et T3 parce que T1 était déjà pris en fait ici. Donc, ces deux forces de tension qui agissent donc ici sont des forces
de tension dans le fil, mais qui s'applique à cet endroit-là, c'est-à-dire sur le système poulie masse de poids P2, sur cet objet-là. Ça, c'est pour répondre à la question de Mathéo, en fait. Donc, on a ces deux forces de tension qu'on peut représenter, bien entendu, étant donné que, enfin, déjà, ce sont des forces de tension qui s'exercent dans le fil. Donc, la direction, c'est la direction du fil. Et puis maintenant, le sens, comment est-ce qu'on détermine le sens? Évidemment, l'objet ayant tendance à descendre, à tomber sous l'effet de son propre poids, eh bien, s'il ne tombe pas, c'est qu'il est retenu par des forces qui vont compenser ce poids. Et ces forces sont donc obligatoirement dirigées vers le haut. Donc, c'est pour ça que les forces T2 et T3, à cet endroit-là, s'exercent vers le haut. Et puis donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut écrire la loi de la statique sur l'objet 2. Alors, sur l'objet 2, il y a trois forces. Il y a le poids P2 de l'objet 2, et puis il y a les deux forces de tension T2 et T3. Donc, la loi de la statique, elle dit que, c'est la loi de la statique, c'est aussi la première condition d'équilibre, ce que j'appelle CE1, en fait, comme ici d'ailleurs, CE1, c'est toujours la même chose, CE1, pardon, pas 2, eh bien, c'est somme des forces extérieures qui agissent sur un objet est égale à 0. Donc, on a P2 plus T2 plus T3 égale 0 ici. Alors, avant d'aller plus loin sur la projection des forces, une petite remarque. Donc, maintenant qu'on a identifié toutes ces forces de tension, donc je vous rappelle qu'il y en a une ici, une là et une là, cette force de tension, en fait, elle s'exerce. Ces forces de tension s'exercent à l'intérieur du même fil, qui a une masse négligeable. Et les poulies ont elles aussi des masses négligeables. Donc, du coup, en vertu, en plus de la troisième loi de Newton, on peut dire que toutes ces forces de tension sont égales. T1 égale T2 égale T3. Alors, bien entendu, on ne peut pas dire que T1 égale T2. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. C'est des vecteurs qui sont différents, ça se voit. T1 est vertical, T2 elle est oblique. Puis T2, elle est encore différente de T3. Tout ça, ce sont des forces qui, vectoriellement, ce sont des vecteurs différents, bien sûr. Mais par contre, les normes, elles, sont les mêmes. Et donc, du coup, pour simplifier les calculs, on écrira T tout court. Alors, maintenant, on va partir de la loi de la statique, la condition d'équilibre numéro 1, appliquée à l'objet 2, qui est là en bas. Et donc, là-dessus, j'ai tout à l'heure utilisé un axe qui était l'axe Y, qui est vertical. Alors, cet axe Y, je peux le réutiliser ici, parce qu'en réalité, ici, on a une situation qui est symétrique. Il y a un axe de symétrie ici, vertical. Et je vous avais donné comme conseil que lorsque vous avez une situation qui est symétrique, eh bien, vous avez intérêt à choisir un des axes comme étant l'axe de symétrie. Donc, cet axe de symétrie, c'est celui-ci, l'axe vertical, c'est donc l'axe Y. Et le deuxième axe qu'on va choisir, c'est un axe horizontal, perpendiculaire, donc à Y, que j'appelle X et que je dirige donc vers la droite ici. Alors maintenant, on va écrire cette deuxième condition d'équilibre, mais on va l'appliquer on va utiliser les composantes des forces, donc projeter ces forces sur les axes X et sur les axes Y. Alors, commençons par le poids P2. Le poids P2, c'est un poids vertical, donc sur l'axe X, sa composante est nulle, et sur l'axe Y qui pointe vers le haut, P2 étant dirigé vers le bas, ça donne moins P2. Ensuite, je vais faire ça en vert. Regardons ce qui se passe pour la force T2 ici. Alors, T2, c'est une force qui est ni parallèle à X, ni parallèle à Y. Elle est donc oblique par rapport à ces deux axes. On va donc introduire ici un angle, ici qu'on appelle alpha. Je ne vais pas le dessiner en vert, mais je vais le dessiner en rose ici. Voilà. Donc, il y a un angle alpha qu'on va introduire, qui est l'angle entre la verticale et la direction du fil. Cet angle alpha, on va aussi le retrouver d'ailleurs de l'autre côté, puisque la situation est symétrique ici. Alors, l'angle alpha ici, si on cherche la composante selon X de la force T2, c'est une composante qui est ici, en quelque sorte, sur le triangle. Donc, par rapport à l'angle alpha, c'est le côté opposé qu'on cherche. Donc, qui dit opposé dit sinus, d'où le T2 sinus alpha que vous avez ici.
T2 est globalement dirigé vers la droite, comme l'axe X, donc positif. T2, il est globalement dirigé vers le haut, comme l'axe Y. Donc, selon Y, ce sera positif aussi. Mais cette fois, ce qu'il nous faut, c'est la composante qui est parallèle à Y. Donc, par rapport à l'angle alpha, qui est là, c'est le côté adjacent. Donc, qui dit adjacent dit cos alpha. Donc, la composante, c'est T2 fois cos alpha. Alors maintenant, il nous reste la dernière force qui est, hop, ben voilà, il s'est passé ce que je ne voulais pas, bon, c'est pas très grave. La dernière force que je vais faire donc en rouge, hein. On voit quelque chose, c'est la force T3. Alors la force T3, je la fais un petit peu plus longue, hein, exprès pour qu'on voit quelque chose. Eh bien là, on veut la composante selon l'axe X. Alors T3, comme on le voit, il est plutôt dirigé vers la gauche. Et l'axe X est dirigé vers la droite. Donc la composante selon X sera négative, d'où le moins qu'il y a ici. Et encore une fois, ce qu'on veut, c'est cette partie-là du triangle, ce côté qui est le côté opposé à l'angle alpha, d'où le sinus alpha dans la composante ici. Donc, moins T3 sinus alpha. En ce qui concerne la partie verticale par rapport à Y, donc, hein, T3 pointe globalement vers le haut, comme Y, donc une composante qui sera positive par rapport à l'axe Y. Et maintenant, ce qu'on cherche, c'est ce côté-là, sur le rectangle, sur le triangle rectangle. Pardon. Ce côté, c'est le côté adjacent par rapport à l'angle alpha. Donc, cos adjip, on utilise le cosinus T3 cos alpha. Alors, là, j'ai un peu dessiné du chenille, hein, tout ça, je peux un peu effacer. En définitive, vous voyez que cette première condition d'équilibre, elle se traduit donc, ça vous avez l'habitude de le faire, par deux équations, une sur X, une sur Y. Alors, il se trouve que l'équation sur X, elle est inutile. Pourquoi est-ce qu'elle est inutile? Eh bien, parce que si on la nettoie un petit peu, le T2, en fait, c'est T. Vous vous rappelez là, T2, on a appelé cette force T. Le T3, c'est T aussi. Donc, on obtient T sinus alpha moins T sinus alpha égale 0. Ça nous fait une belle jambe. Hein. C'est quelque chose ça montre l'équilibre, on va dire, horizontal de la chose. Hein. Ça balance ni à gauche ni à droite. Mais disons que ça ne va pas nous être utile pour la suite du calcul. C'est quasiment, en fait, une évidence, en fait, cette histoire-là. C'est en quelque sorte la preuve, hein, que s'il y a le même angle, eh ben, il y a la même force. Ou s'il y a la même force, il y a le même angle, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. Donc, celle qui va nous être intéressante, celle qui va nous être utile, c'est plutôt la deuxième, c'est-à-dire l'équation sur Y, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette équation sur Y? Alors, maintenant, j'efface tout et puis je vais un petit peu plus bas. Voilà, ici. Ah non, je vais quand même rester là. Voilà. Je vais quand même garder ça. Ouais, comme ça. Voilà. Alors, ce que je fais ici, c'est que je passe le P2 de l'autre côté. Donc, je fais plus P2, en fait. Puis après, j'inverse gauche-droite. Donc, j'obtiens P2, tout court, est égal à ce qui reste, hein, à gauche, T2 cos alpha, qu'on trouve ici, plus T3 cos alpha, qu'on retrouve ici. Mais rappelez-vous, T2 et T3, T3 ici et T2 là, sont les mêmes. Donc, finalement, ici, ça revient à écrire T cos alpha plus T cos alpha. Et donc, ça fait 2T cos alpha. Et maintenant, ce T, eh bien, cette force de tension, elle est aussi égale, d'après ce qu'on a écrit pour le premier objet, hein, ici, cette force de tension qu'il y a dans le fil, dans tout le fil, elle est partout la même. Donc, c'est aussi T1, ce T. T égale T1, hein, c'est ce qu'on a ici. Et comme T1, c'est le poids P1 de l'objet qu'il y a là, eh bien, on peut remplacer T par P1. Le T qu'il y a ici, je le remplace par P1 qu'il y a ici, qui est censé être connu, hein, puisque c'est écrit dans la donnée, un objet de poids P1. On est censé connaître ce poids P1. Donc finalement, on a écrit le poids P2 en fonction du poids P1 et de l'angle alpha.
Ça, c'est une condition d'équilibre, hein, parce que ça n'a lieu que si l'objet 2 est en équilibre et si l'objet 1 est en équilibre. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est le h qu'il y a ici. Que vaut ce h? Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire apparaître, puisqu'il n'apparaît pas encore? Eh bien, ce h, évidemment, il va agir sur l'angle. Hein, ici. Il est lié, en fait, à l'angle qu'il y a là-dedans. Maintenant, il faut ressortir ce h, en quelque sorte, de l'angle. Alors là, il y a 2-3 petites considérations un peu techniques du point de vue géométrique à faire. Alors, je l'ai fait ici. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est un triangle rectangle que vous avez ici, entre là et là. Il est précisé dans la donnée, je vous la remontre. Ici, là, comme ça, voilà, les dimensions des poulies sont négligeables devant A. Ça, c'est important ici, hein, négligeable devant A, les dimensions de la poulie. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que, grosso modo, on peut considérer ici, hein, parce que la réalité, c'est que, si je vais faire ça en vert, la réalité, c'est que le fil, il ne va pas jusqu'au plafond, il va jusqu'à la poulie seulement. Donc, on n'a pas tout à fait un triangle rectangle dans la réalité. Mais comme on néglige les dimensions de la poulie par rapport justement aux dimensions de A, on peut faire cette approximation que le fil, en gros, il arrive au plafond. C'est-à-dire qu'en gros, si l'angle ici, il n'est pas tout à fait droit, hein, ici, là, si cet angle-là n'est pas tout à fait un angle droit, enfin, il n'est pas loin d'être un angle droit, en fait. Donc, du coup, on peut associer ce triangle à un triangle rectangle, et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a un triangle rectangle ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On a ici ce côté qui est la hauteur h qu'on cherche. Et puis, on a ce côté ici qui a une longueur a sur 2. Alors, comment est-ce qu'on peut faire sortir l'angle alpha ici? Vous voyez que dans la formule, il y a cos alpha. Alors, je vous propose d'appeler le côté que je vais dessiner en jaune. Attendez, je vais refaire un petit peu le dessin ici, là, avec des couleurs différentes. Donc, je représente ce côté jaune et je l'appelle, mettons, X, ce côté. Je représente le côté qu'on cherche, celui-là, et celui-ci, c'est le côté H. Et puis, en vert, le dernier côté du triangle qui a une longueur A sur 2. Et nous, il nous reste encore une chose, c'est l'angle alpha qui a là. Alors, comment est-ce que je peux écrire le cosinus de l'angle alpha, puisque c'est celui-là qui apparaît dans la formule? Eh bien, le cosinus de l'angle alpha, par définition, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Que ça dit? Alors, l'adjacent de l'angle alpha, c'est quoi? C'est le h, en fait. Donc, ce sera égal à h divisé par l'hypoténuse qui, en l'occurrence, chez moi, c'est le x, comme on voit ici, h sur x. Alors, ce x, on ne le connaît pas. Comment l'exprimer? Eh bien, grâce à Pythagore, hein, bien entendu. Alors, Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que donc, x, c'est l'hypoténuse. Donc, il dit que x carré est égal à la somme des carrés des cathètes. C'est-à-dire h, je vais faire en rouge, puisque j'ai des couleurs différentes, h au carré, plus le dernier côté, l'autre cathète, c'est-à-dire celle-ci, a sur 2 au carré. Si bien que, en définitive, le x qui apparaît dans la formule pour le cos alpha, ce sera la racine de ce truc, c'est-à-dire la racine de h carré plus a sur 2 au carré. Et donc, cette fois, il faut prendre la racine. Et donc, si on prend ça et qu'on le met là-dedans, eh bien, on obtient ce que j'ai écrit ici. C'est-à-dire cos alpha
est égal à h sur le x, qui est donc racine de h carré plus a sur 2 au carré. Je l'ai écrit à l'envers, mais comme c'est une somme, on peut l'écrire dans le sens qu'on veut. Alors, là, ce que je fais encore, c'est que le a sur 2 au carré, eh bien, je le développe, ce qui devient a carré sur 4, hein, puisque 2 au carré, ça fait 4. Donc, c'est ce que j'ai ici. Alors maintenant, l'idée, c'est d'insérer cette expression, hein, le cos alpha qu'il y a ici, de le remplacer là-dedans. Hein, c'est ce que j'ai mis là, ça c'est l'équation 4, là c'était l'équation 3, donc je substitue 4 dans 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste P2 égale, pardon, en bleu, 2P1, et donc fois le cos alpha qui est substitué ici. Donc là, on a une équation, et cette équation, dans cette équation, il n'y a que des choses qu'on connaît, hein, c'est-à-dire si on se réfère à la donnée qui est ici, on est quand même censé connaître le poids P1, on est censé connaître le poids P2, et on est censé connaître A, hein, ici. Ce sont les conditions du problème, en fait, hein, de la situation. P1, P2 et A, ce sont des choses qu'on est censé connaître, et nous, ce qu'on cherche à établir, c'est que vaut H. Alors, eh bien, on voit ici, dans cette équation, hein, encore une fois, qu'il y a du P2, il y a du P1, il y a du A, et puis la dernière chose qui reste, c'est le H, qu'il faut donc sortir. Alors là, c'est un petit peu technique, hein, c'est de l'algèbre. Il s'agit de sortir H qui apparaît deux fois, ici, une fois au numérateur, une fois au dénominateur, en plus sous la racine. Donc il va y avoir quelques étapes d'algèbre à effectuer de manière à pouvoir sortir H, en quelque sorte. Alors, ces parties d'algèbre, je les ai fait là en dessous. Voilà, là, il y a tout. Donc la première chose que j'ai faite ici, c'est d'élever au carré, à gauche et à droite, parce que justement, j'ai envie de me débarrasser de cette racine. Donc, P2 au carré, ça devient P2 carré. 2P1 au carré, ça fait 4P1 carré. Le H au carré, il devient H carré. Et puis, la racine, en bas, elle disparaît. Première étape. Ensuite, j'ai envie de me débarrasser du dénominateur et de le passer à gauche. Donc, je multiplie par le dénominateur. Alors, vous avez, là il y a un petit raccourci qui est fait, hein, P2 au carré fois A carré sur 4, c'est ce que vous avez là, et puis P2 au carré fois H carré, c'est ce qu'il y a ici. Et tout ça, ça va être égal à ce qui reste, 4P1 carré fois H carré, qui est ici. Alors, là on approche du but. Maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est de regrouper les termes qui contiennent H, en fait. Hein, donc, il y en a deux, il y a celui-là et celui-là. Donc, ici, j'ai fait moins, en fait, ce terme, je le passe de l'autre côté. Hein, donc, je fais moins P2 carré H carré. Je passe ce terme ici, en bleu, je passe à droite. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste à gauche P2 carré A carré sur 4, P2 carré A carré sur 4. Ce terme en bleu, il est passé à droite. Donc P2 carré H carré, il est moins P2 H carré, P2 carré H carré, pardon. Et puis, il restait encore celui-ci, hein, 4P1 carré H carré, qu'on retrouve ici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette écriture-là? Eh bien, on voit que le H, il apparaît ici et là, les deux fois sous la forme de H carré. Donc, je fais une mise en évidence ici. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Le premier terme, c'est fois 4P1 carré, donc 4P1 carré. Et puis, le deuxième terme, c'est fois moins P2 carré, donc moins P2 carré. Alors, là, ça commence à... On voit les choses se décanter un petit peu. Hein. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se séparer,
se débarrasser de ce terme, 4P1 carré moins P2 carré. Donc, pour ça, je le passe à gauche en divisant donc par 4P1 carré moins P2 carré, tout ça en parenthèse, de manière à ne conserver que H carré. Donc, le H carré, je l'ai mis ici. Et vous voyez donc ici ce qui reste. Donc, on a P2 carré à carré sur 4, P2 carré à carré sur 4, c'est ça. Et puis, en ayant divisé par toute cette parenthèse, eh bien, elle apparaît au dénominateur, c'est-à-dire ici. La phase finale ici, eh bien, consiste à prendre la racine, puisqu'on a h carré ici, donc on prend la racine du tout, à gauche et à droite, et on obtient donc le résultat final. Racine d'h carré, c'est h. Alors ici, il y a des simplifications. P2 carré en racine, ça donne P2. A carré à la racine, ça donne A. Le 4 à la racine, ça donne 2. Et puis, le dernier terme qui reste, qu'on ne peut pas simplifier, eh bien, c'est le 4P1 carré moins P2 carré. Là, on est obligé de prendre la racine du tout, d'où le résultat final que vous avez donc ici. Et vous voyez que ce résultat final, il dépend uniquement donc, des conditions du problème, à savoir les deux poids, P1 et P2, les deux poids des deux objets, et la distance entre la poulie et le point d'attache, c'est-à-dire cette distance A. Donc, quand on fixe ça, eh bien, va s'imposer comme condition d'équilibre la hauteur H à laquelle l'objet se stabilise.